Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à ce balado avec M. Michel Leblanc, que vous connaissez tous et toutes. M. Michel Leblanc est le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et bonjour, Michel. Bonjour, Hélène. Bonjour à tout le monde qui nous écoute. Merci beaucoup d'accepter de tourner ce balado avec nous. Ça fait plaisir. Vous avez initié cette année une belle, je dirais, démarche concernant la nécessité de mobiliser les entrepreneurs montréalais, on pourrait le dire comme ça, aussi les chefs de direction des entreprises, sur la nécessité de prendre la transition, d'amorcer la transition verte, écologique ou même climatique. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative qui s'appelle Convergence? Avec plaisir. Convergence est née d'un besoin qu'on a identifié dans nos coups de sonde avec le milieu des affaires. À travers la pandémie, on a beaucoup sondé le milieu pour connaître leurs préoccupations, leurs situations. Et évidemment, émergeait en même temps un consensus très fort que si on voulait relancer Montréal après la pandémie, il fallait qu'on le fasse d'une façon plus verte. Il fallait qu'on soit très conscient qu'il y avait une crise écologique. C'était pas juste de relancer l'économie, mais c'était de s'embarquer dans cette transition-là. Et à travers nos coups de sonde, est ressorti plusieurs constats assez importants. Le premier, c'est les entreprises, les dirigeants d'entreprises sont assez conscients de la nécessité de bouger sur la transition verte, la transition écologique. Donc, positif. Ensuite, quand on leur demandait, avez-vous commencé? Là, il y en avait beaucoup moins. Et 1 sur 2 nous disait, et on a besoin d'aide. Et donc, ils sont conscients, ils n'ont pas commencé, ils ont besoin d'aide. Et ce que ça résultait, c'était une situation un peu anxiogène. Puis l'anxiogène, c'est que je le sais qu'il faut que j'amorce cette réflexion-là, que ce soit vers l'économie circulaire, que ce soit vers mon empreinte carbone, que ce soit vers ma flotte de véhicules, mais j'ai des enjeux de main-d'œuvre. J'essaie de recruter, j'essaie de garder mon personnel. J'ai des enjeux de chaîne d'approvisionnement, j'ai des enjeux d'inflation, j'ai des fois des enjeux de modèle d'affaires avec tout ce qui se produit sur le web, et tout ça. Et donc, souvent, cette préoccupation qui est réelle, c'est toujours la quatrième. Et là, venait de ça, cette situation où, en plus, ces entrepreneurs-là, ces entreprises voient les gouvernements qui prennent des engagements. Qui lance des signaux. Il va falloir qu'on abandonne tel type d'énergie fossile. Il va falloir qu'on respecte tel type de réglementation. On a le milieu bancaire qui commence à dire que nous, à travers le temps, on va changer nos processus puis on va intégrer les stratégies de transition, l'empreinte carbone dans des questions qu'on aura liées à des emprunts. Si on est une entreprise, un entrepreneur, ça, c'est des situations anxiogènes. J'ai des dangers qui me guettent et je ne suis pas capable d'agir alors que je devrais. Donc, Convergence est née de cette vision d'un écosystème qui veut bouger et d'une prise de réalisation aussi, prise de conscience qu'il y a énormément de ressources par ailleurs. Il y en a de la compétence. Il y en a des organismes qui sont là depuis longtemps, qui ont des réponses, qui sont capables d'accompagner. Et cette rencontre-là se fait. Donc, Convergence, c'est ça. C'est dire, il y a une situation où il y a un enjeu majeur. Il y a une prise de conscience qu'il faut agir. Il faut qu'on trouve une réponse. Et on est allé chercher des partenaires. Et le premier partenaire qui a répondu présent, c'est BMO. Et je rends hommage à Grégoire Baillargeon parce que tout de suite, Grégoire a dit, Michel, d'abord, c'est une priorité pour nous. On veut contribuer à des solutions concrètes. Et j'ai dit à Grégoire, on est au début, est-ce qu'on co-développe ensemble? Et c'est comme ça que Convergence est née, avec l'appui de BMO. Grégoire, on a co-développé. Convergence, maintenant, ça a à peu près 1 an d'existence. C'était une très belle initiative. Puis, ce qui est intéressant, c'est que historiquement,
les institutions financières, les assureurs sont toujours des catalyseurs du changement, contrairement à ce qu'on peut penser normalement. Mais dans ce domaine de l'environnement, ça a été le cas pour la responsabilité des dirigeants et administrateurs. Puis là, en ce qui concerne les changements climatiques, on voit qu'ils vont donner une impulsion à ce mouvement-là parce que ça va avoir un impact dans que ce soit la vérification en amont ou même en aval dans les rapports annuels des entreprises qu'ils financeront ou qu'ils assureront. Donc, bravo pour cette initiative. À qui elle s'adresse? Vous nous avez parlé du fait que vous aviez sondé, mais à qui elle s'adresse cette initiative? Ce qu'on a tenté de faire au début, c'est de se parler entre nous dans l'écosystème. Donc, la première, je dirais, clientèle à qui on a parlé pour Convergence, c'était à la fois ceux qui veulent s'impliquer, des partenaires potentiels, mais beaucoup aussi, ce que j'appelle l'écosystème des services d'accompagnement. Tous ceux qui ont des solutions, et un de nos objectifs, et pour moi c'est toujours très important dans les interventions de la Chambre, c'est de ne pas dédoubler ce qui existe déjà, de ne pas rendre les gens encore plus confus avec des solutions additionnelles. Donc dans ce cas-ci, c'était de dire on va travailler avec des fournisseurs d'expertise en transition pour qu'ils retrouvent leur, je dirais, leur rôle dans cette initiative-là. Et par la suite, là, c'est la vraie clientèle qu'on vise, c'est-à-dire les entreprises. Et dans les entreprises, des gens qui sont dans des postes où on peut influer sur la décision. Alors, c'est des gens qui peuvent être soit au niveau, par exemple, de la planification stratégique d'entreprise. Ça peut être le dirigeant lui-même, ça peut être des jeunes dans l'entreprise qui ont la responsabilité, par exemple, d'amener des propositions pour améliorer l'empreinte carbone de l'entreprise. Donc, c'est pas nécessairement que le premier dirigeant. Et là, c'est d'amener ces gens-là à comprendre qu'il y a des gestes qui peuvent être posés et des gestes qui peuvent être posés par étapes. Donc, on n'est pas tout de suite dans une transformation complète, mais voir venir. Et des partenaires qui sont là, qui nous ont bien dit aussi, il y a des moments importants pour les entreprises où on prend une décision. Puis si à ce moment-là, on a l'information qu'on est capable d'aller chercher l'accompagnement, on va prendre la décision qui est verte. Si on rate cette fenêtre-là, ben là, l'investissement a eu lieu, la flotte de véhicules a été remplacée, le système de chauffage a été remplacé, puis ben, ça sera dans 5 ans, c'est dans ça, 10 ans. le temps. Le temps, on aura raté notre fenêtre. Donc, c'est aussi de faire en sorte d'aller rejoindre les gens au bon moment. Puis je dirais, le dernier point dans tout ça, c'est aussi, il y a une préoccupation de rejoindre les médias. Les médias, c'est des amplificateurs de l'écho de ce qu'on veut faire. Et donc, on s'est assuré de bien communiquer à tous les médias ce que Convergence était et à travers eux, de mettre de l'avant l'expertise de tous ceux qui peuvent accompagner là, les entreprises, les décideurs dans leur façon de faire. Je reviendrai sur un point que tu as mentionné qui était comment les banques, les assureurs, peut-être des catalyseurs. C'est intéressant parce qu'on a vu et on continue de voir deux types de réactions à la présence des banques. Premier type de réaction qui est enfin, bravo, les banques, à travers notamment leur rôle dans les prêts, dans le rôle de financier de l'économie, vont être des accélérateurs de changement. Et ça, je pense que c'est la façon positive de le voir. Il y en a d'autres qui ont dit ça vous a pris bien trop de temps, ça va pas assez vite. Puis il y a une critique presque des banques ou des assureurs ou des institutions. Et là, moi, je dis faisons attention. Et c'est pour ça qu'à travers Convergence, j'ai aussi une préoccupation qui est de protéger les grandes entreprises et les entreprises qui posent des gestes concrets contre une forme de cynisme qui peut exister, qui est que vous auriez dû le faire bien plus tôt, puis c'est jamais assez. Et ce que je trouve qui est très important à travers Convergence, c'est de démontrer que c'est en posant des gestes qui vont dans la bonne direction qu'on va y arriver, et peut-être qu'on peut pousser à ce que ça s'accélère. Moi, je pense que c'est Grégoire qui disait si c'est pas dérangeant, si ça vous fait pas mal, si vous n'allez pas assez vite. Alors oui, il faut que ça provoque dans l'entreprise des véritables changements qui peuvent être dérangeants, mais il faut les célébrer. C'est pas dans la bonne direction, ils vont toujours bien dans la bonne direction. Donc c'est pour ça, quelles sont les clientèles de Convergence? Je vous dis, l'écosystème qu'on veut mobiliser et rendre accessible, les clients potentiels qui vont bénéficier de cet écosystème d'accompagnement,
La chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement, les médias qui vont communiquer, amplifier pour s'assurer que tous ceux qui ont des besoins se mobilisent. Puis à la fin aussi, un message à l'intention de la population en général et de tout le monde. Célébrons les gestes qui sont posés, qui vont dans la bonne direction. Pressons pour que tout le monde accélère le pas, mais ne soyons pas cyniques par rapport aux gestes qui sont posés. Oui, c'est rafraîchissant, parce que souvent, il y a du cynisme. C'est donc de la reconnaissance pour ce qui aura été fait à ce moment-là, quand ils ont... Puis, c'est pas pour dire que, tu sais, moi, j'en ai des gens qui disent, Michel, il y a des affaires que j'aurais dû faire il y a 5 ans. Bon, d'accord. Mais là, ils sont rendus là, puis moi, je leur rends hommage de bouger maintenant. Oui, parce qu'on pourrait toujours dire, jamais c'est assez, tu sais, en anglais, on va dire, you damn if you do, you damn if you don't. Mais là, célébrons le fait qu'il y a des gens qui sont prêts à amorcer. Moi, j'ai vu des gens qui disent, Michel, quand je pose des gestes, des fois, j'ai l'impression que je me fais critiquer plus que célébrer, parce qu'on me dit, j'aurais dû le faire plus tôt, j'aurais dû amorcer des réflexions sur ma flotte de véhicules plus tôt. Puis là, je dis, OK, moi, ce que je vous demande, c'est soyez visibles. Parce que vous prenez cette décision-là maintenant, et d'autres gens vont se sentir légitimisés de prendre la même décision pour poser le même geste. Ouais. Donc, soyez sensibles à la reconnaissance de ce que vous bougez. Soyez moins nerveux au fait que certains vous critiqueront de ne pas l'avoir fait plus tôt. Non, on le fait maintenant, on bouge tout le monde, puis on accélère le pas. Ça crée l'émulation. Hein, ouais, à partir du moment où certaines entreprises donnent l'exemple, d'autres entreprises vont vouloir adhérer. Exactement. Vous avez parlé de ce que la BMO a fait, son rôle. Hein. Je pense que le rôle de la banque, c'est d'être dans convergence, puis de mobiliser aussi, j'imagine. Mais est-ce que c'est surtout les banques que le BMO essaiera de mobiliser ou tous les partenaires aussi? En fait, BMO, à travers ça, ce que moi j'en comprends, c'est que BMO se voit comme étant un acteur de changement, non pas juste de la lecture des autres banques. Je pense que chacune des banques fait sa propre lecture, puis d'autres banques nous ont dit, nous, Michel, on embarque dans ce mouvement-là, on fait nos propres stratégies, et je pense qu'ils n'ont pas attendu BMO pour le faire. Par contre, là où je pense que pour BMO, c'est très important, c'est de dire, nous, on a une clientèle d'emprunteurs, d'entreprises avec lesquelles on travaille déjà. Il y en a d'autres qui vont se pointer. Et ce serait intéressant que toutes ces entreprises-là sachent que la finance verte est une réalité. Que la finance verte existe et que dans les questions qu'on va poser éventuellement dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, aux entreprises avec qui on va être en affaires, on va commencer à leur demander, avez-vous un plan? Avez-vous un plan de transition écologique, de transition verte? Éventuellement, comment vous progressez dans votre plan? Avez-vous des indicateurs de résultats? Pourquoi les banques vont faire ça? Parce que les investisseurs vont le réclamer. Les investisseurs vont dire, moi, je veux que la banque soit un outil positif dans notre crise environnementale. Et donc, les banques, pour les investisseurs, vont devoir démontrer qu'elles posent les gestes, vont le faire auprès de leur clientèle d'affaires. Donc, si je suis une banque, ce que je ne veux pas, c'est que dans 3 ans, prendre par surprise le milieu en disant maintenant, je te pose des questions. Non, faut préparer la clientèle. Regardez, ça s'en vient ces questions-là. Nous, on a même des services d'accompagnement. Ce que je comprends, c'est que BMO, comme les autres banques, toutes les banques maintenant, ont des services d'accompagnement auprès de leur clientèle d'affaires pour les aider à développer leur plan d'affaires vert. Et ça, on est en train de construire ça. C'est un changement majeur. Base d'affaires s'est développée depuis des décennies en se disant quel est le produit ou le service que je veux vendre, est-ce que j'innove, comment j'embauche, comment je fais mes affaires avec mon marché. Puis là, on rajoute un angle d'analyse sur mon modèle d'affaires qui est est-ce que mon modèle d'affaires est soutenable? Est-ce que je contribue à une solution à long terme à la crise écologique? Ben ça, c'est majeur. Mon plan d'affaires maintenant, il est de la même façon qu'un jour, on a dit la gouvernance doit avoir un filtre qui est quelle est la présence des femmes, quelle est la présence de la diversité, comment je suis ouvert à tous les talents. Ben, ça a voulu dire que les entreprises se sont ajustées, puis c'est encore en route. Ben ça, c'est un changement majeur. Est-ce que mon plan d'affaires est soutenable? Maintenant, progressivement, tout le monde va se poser la question. Les banques vont le demander progressivement, puis ça va devenir un des éléments. Je suis une banque. Si je rentre en relation avec toi ou un investisseur, je vais me préoccuper de savoir comment tu vas
survivre dans un environnement où peut-être que tous tes clients vont te demander toute cette certification-là. Si tu ne fais pas cette certification-là, ben, déclassé. Tu vas être déclassé, c'est le bon mot. Alors, c'est pour ça que l'intérêt, je pense, des banques, l'intérêt de BMO dans ce cas-ci, c'est de préparer, d'accélérer les décisions des entreprises en fonction de la réalité du marché qui s'en vient très rapidement. C'est une initiative qui va sûrement inspirer d'autres institutions financières. Donc, les objectifs avec l'initiative, mais sur quel horizon? Où voulez-vous atterrir? Alors, évidemment, quand on commence quelque chose, nous, on est dans une logique de projet. C'est sûr qu'on pourrait dire on est là pour l'éternité parce que c'est une préoccupation maintenant qui va être là pour toujours. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut accélérer un mouvement initial, donc c'est une initiative 3 ans. Et dans un an, il en reste 2 ans. Alors, on a rentré à plusieurs partenaires, des partenaires financiers, des partenaires de services. Donc, je dirais, l'initiative elle-même, elle est solide. Je lance un clin d'œil à tous nos partenaires. Moi, j'ai l'impression que dans 2 ans, on ne dira pas, OK, on a terminé ce qu'on devait accomplir. J'ai l'impression qu'on est là pour un peu plus longtemps. Mais assurément, on peut présumer que si on fait tous bien le travail, les préoccupations de transition, les préoccupations de modèle d'affaires soutenables vont s'installer et éventuellement, ça va être normal. Et donc, est-ce qu'on a besoin d'une initiative convergence pendant 20 ans? Probablement pas. 10 ans, possiblement pas. Mais assurément, 3 ans, c'est un peu court. Donc, on va regarder combien de temps ça prend pour que tout le monde ait compris là, ce qu'on peut apporter à travers Convergence, que les bonnes pratiques se soient mises en place et que ça se fasse de façon naturelle. C'est bien. Alors, l'initiative Convergence, elle comprend une section sur la communication. Oui. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez, en matière d'empreinte carbone, qu'est-ce que vous pensez des entreprises en termes de communication? Trouvez-vous qu'elles le font bien? Trouvez-vous qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour le faire encore mieux? Alors, 2 choses. Quand je décris Convergence, c'est une boîte à outils. Donc, il y a une plateforme et on a demandé à tous nos partenaires, on est encore en processus, d'y mettre de façon accessible toute une panoplie d'outils pour plusieurs enjeux, dont les enjeux de communication. Et à travers Convergence aussi, c'est de développer des éléments de la communication. Je l'évoquais tout à l'heure, il va y avoir des certifications. Ces certifications-là, c'est pas juste qu'on certifie pour savoir qu'on répond à des critères, c'est aussi parce qu'on veut le communiquer. On veut, il y a des certifications ISO qui sont apparues à travers le temps. Ça détermine, par exemple, l'efficacité énergétique des bâtiments. Maintenant, dès qu'on achète un équipement électroménager, il y a une certification sur la consommation d'eau, sur la consommation d'électricité. Bon, ces certifications-là vont normalement devenir visibles. Il faut que ça soit simple, il faut que les gens s'y retrouvent, que ça veut dire quelque chose. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est des éléments de communication que les entreprises, les organisations vont aller chercher. Après, la stratégie de communication elle-même, elle devient, à mon avis, dans plusieurs directions. La première, c'est mon client. Est-ce que mon client va comprendre que mon modèle d'affaires est soutenable? Est-ce que mon client va avoir confiance que moi, là, je partage ses valeurs? Des valeurs d'économie d'énergie, des valeurs de circularité dans les fournisseurs, des valeurs éventuellement de préoccupation en amont, mais aussi après. Est-ce que ce que je produis est recyclable, etc.? Est-ce qu'on peut le réparer? Bon, tout ça, à mon avis, va être comment je communique avec ma clientèle pour qu'il y ait un rapport au niveau des valeurs. Mais je rajouterais, la communication, elle vient aussi au niveau de mes employés, puis au niveau des gens que je voudrais recruter. Et beaucoup d'entreprises commencent à vivre une pression des employés. Je le disais tout à l'heure quand je vous évoquais que c'était un peu anxiogène de savoir qu'il faut que je bouge dans ma transition, mais j'arrive pas à le faire. C'est qu'éventuellement, j'ai un enjeu de promesse à mes employés. J'ai un enjeu de promesse où je dis à mes employés, vous faites partie d'une entreprise qui a des valeurs semblables aux vôtres, qui se préoccupe de l'environnement, qui se préoccupe d'un modèle d'affaires soutenable. Ben, il faut que, face à mes employés, je puisse démontrer que je le fais. Alors, la communication, à mon avis, elle va aller vers l'externe des clients, elle va aller avec des outils, puis elle va aller vers l'interne avec mes employés, ceux que je veux recruter. Est-ce que les entreprises le font bien présentement? C'est la géométrie très basse.
C'est un peu comme quand on parle des cultures organisationnelles avec le personnel, on s'aperçoit qu'il y a des entreprises qui ont des cultures très, très, très participatives, transparentes, d'autres c'est moins le cas. Ben, je pense qu'au niveau de la communication sur notre performance environnementale, il y a des entreprises qui sont assez habiles. Et il y en a d'autres qui ne savent pas comment faire ça. Puis je reviens encore sur la crainte de dire, moi je communique que je vais dans la bonne direction, mais que je ne suis pas rendu. Puis comment je communique que je vais dans la bonne direction, puis j'y vais aussi vite que je peux, même s'il y en a qui trouvent que c'est pas assez vite. Donc je sens une certaine nervosité aussi, parce que des entreprises ont l'impression que c'est jamais assez. Et je reviens sur, trouvons les bonnes façons, puis il y a peut-être des agences de communication qui nous écoutent, des agences de publicité, trouvons des façons de montrer le mouvement. On bouge, on y va. Et ça, en soi, c'est très positif. Il y en a qui n'ont pas commencé à bouger. Puis si on n'avait pas commencé nous-mêmes à bouger, on serait tous dans une pire situation. Donc, comment est-ce qu'on communique la valeur des gestes qu'on pose, même si on n'est pas rendu, puis même si ça a pris du temps parfois à ce qu'on se réveille. Et qu'est-ce qu'on communique? Parce que moi, ce que certaines entreprises me disent, c'est on craint on craint les allégations d'éco-blanchiment en disant tu en dis trop, votre cible est beaucoup trop ambitieuse ou vous en dites justement pas assez. Donc ça les rend un peu plus frileuses. Puis il y a ce nouveau phénomène là qui émerge, qui est l'éco-silence, qu'on appelle greenwashing, où les entreprises se disent ben là, si j'en dis trop, de toute façon, je vais me faire critiquer. Donc, c'est peut-être mieux de retenir. Oui, je m'impose encore des cibles, des objectifs ambitieux, mais est-ce que je les communique? Donc, on dirait qu'il y a toute cette mouvance-là en ce moment. Et ce à quoi je fais allusion depuis tantôt, c'est que je vois émerger cet éco-silence. Et ça, c'est ce qui me préoccupe le plus. L'espèce d'exagération sur mon engagement sur une transition verte. Moi, je pense que les entreprises sont très conscientes maintenant que le risque est énorme. Et je suis d'accord qu'il y a des chiens de garde, la véracité de l'engagement, qui disent « Hey, arrêtez, là. Vous dites que vous êtes rendu là, mais vous n'avez pas vraiment bougé. » Bon. Ça, je pense que tant pis pour les entreprises. Si vous tombez dans... Puis on l'a vu sous dans d'autres dossiers, si votre prétention est fausse, là, moi, je vous dis, la première fois que je dis, c'est n'exagérez pas, vous allez vous faire prendre. Et le coût que vous allez payer, parce qu'à partir du moment où vous serez prendre à avoir exagéré, vous avez perdu votre légitimité dans votre parole. C'est très difficile de rétablir ça. Ça va prendre du temps. Par contre, assumez les gestes que vous posez. L'éco-silence est dangereux présentement parce que d'abord, il alimente ceux qui pensent qu'il se passe rien. Ben, c'est pas vrai. Ils s'en passent des choses. Deuxièmement, ça crée une impression que, ouais, mes concurrents le font pas. Non, tes concurrents le font peut-être. Si tu le savais, peut-être que toi, tu décides de bouger parce que tu t'apercevrais que tous ensemble, on est en train de changer nos pratiques. Donc, l'émulation est très positive. Puis le dernier, moi, je suis partisan de parler vrai puis de respecter l'intelligence des gens. Si je suis capable de dire aux gens, écoutez, j'ai des emplois protégés, j'ai un engagement réel et je m'y dirige et dans 3 ans, on va être rendu là. Et à chaque année, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Puis si à un moment donné, c'est plus difficile qu'on avait prévu, on l'explique. C'est ça. Vous l'expliquer. Ouais. Et je suis partisan de ça. L'engagement, la prise de décision, les actions concrètes et une communication transparente qui parle des défis. Bon, on peut déjà dire ça, là, c'est agréable de mettre du pep dans ce qu'on dit, mais à la fin, c'est parler à l'intelligence des gens. Il y a une réelle prise de conscience, il y a des actions qui sont posées, puis on va s'y rendre. Très bien. Bon, vous avez réalisé un sondage. Est-ce que le sondage dont vous nous parliez au départ, est-ce que c'est ce même sondage-là qui vous a permis de dire quelle sorte d'aide vos entreprises ont besoin, quelle a été leur réponse? Puis, est-ce que la réponse a été la même d'une PME à une grande entreprise, par exemple? Alors, effectivement, en fait, c'est une série de coups de sonde qu'on a fait en raffinant nos questions, en essayant de préciser les besoins. C'est clair que les PME ont des besoins différents de la grande entreprise. Ça tombe sous le sens, tout le monde est bien conscient. Si je suis une PME, ben souvent, là, j'ai des individus qui portent plusieurs chapeaux. Ça peut être les ressources humaines, la comptabilité, ça peut être mes stratégies d'entreprise, mes fournisseurs, éventuellement mes processus industriels. Bon. Alors, ce que ça veut dire, c'est que dans le cas des petites entreprises, très rapidement, ils n'ont pas les experts internes. Et
là, l'objectif, dans le cas des petites entreprises, ce qu'elles nous demandent, c'est j'ai besoin d'un peu de financement. Déjà, mes modèles d'affaires sont serrés, je fais face à de l'inflation, j'ai de l'inflation salariale sur mon personnel, j'ai de l'incertitude sur ma clientèle. Est-ce qu'il y a des programmes? Et en général, il y en a des programmes. Donc, ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles ont besoin d'aide. Nous, ce qu'on comprend, c'est qu'elles ont besoin d'informations. Parce que les programmes existent. Deuxièmement, au-delà de l'argent, bien souvent, c'est de l'accompagnement. Compréhension. Compréhension, puis c'est aussi de l'accompagnement. Par où je commence? Qu'est-ce qui est raisonnable de viser sur l'an 1, sur l'an 2, sur l'an 3? À quel moment je vais avoir besoin d'avoir de l'accompagnement pour lequel je vais devoir payer? Donc, dans ma planification financière, il va falloir que j'en tienne compte. Tout cet accompagnement-là, la PME nous dit j'en ai besoin. La grande entreprise, elle a des ressources internes. Ce qu'on pense, nous, de la grande entreprise, son besoin, c'est de savoir que les autres le font. De savoir que toi, si tu ne le fais pas, tu vas avoir un enjeu réputationnel éventuellement. Donc, les entreprises qu'on s'aperçoit, c'est que dans certains cas, il y a des gens qui nous ont répondu en disant « Moi, j'aimerais que mon entreprise bouge, mais elle ne bouge pas assez vite. » Puis, elle n'a pas conscience qu'il faut qu'elle accélère le pas. Alors là, du part de la grande entreprise, on veut mettre de l'avant les cas de succès. On cherche des leaders positifs de grandes entreprises qui vont, en quelque sorte, venir interpeller les autres leaders pour qui c'était moins prioritaire. Alors ça, c'est de l'émulation en grande entreprise. Mais c'est clair qu'une grande entreprise qui décide qu'elle va bouger, là, ben, elle peut aller chercher des ressources d'accompagnement externe puis des pays, elle peut embaucher des ressources internes, elle peut créer une division, elle peut donner la responsabilité à un de ses vice-présidents ou bien, dans certains cas, même le président qui dit dans les 2 prochaines années, moi-même, je vais m'impliquer puis je vais m'assurer qu'à l'interne, ça bouge. Donc, c'est les grandes différences. Dans le cas de la grande, c'est basculer dans la prise de décision puis s'organiser. On a des ressources. Dans le cas de la plus petite, c'est oui, parfois basculer dans la prise de décision, mais c'est surtout de l'accompagnement, peu financier et en expertise. Très bien. Puis ma dernière question, avant que nous passions aux questions plus ludiques, vous avez tenu un forum le 14 mars dernier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était un moment extrêmement, pour nous, excitant parce que ce qu'on visait à travers ce forum-là, c'était d'illustrer des cas concrets d'entreprises qui ont posé des gestes et des cas concrets d'accompagnateurs qui ont montré comment ça avait donné des résultats. Pour les gens qui nous écoutent, là, vous pouvez aller voir, on a plusieurs, je dirais, documents ou en tout cas legs de cette rencontre-là. Mais pour nous, c'était d'amener les gens à réaliser que c'est vraiment engagé et que ça touche tous les secteurs d'activité. On a souvent l'impression qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés. Dans le cas de notre grand forum stratégique, ça permettait de voir que dans plusieurs secteurs d'activité moins traditionnels, on est aussi en train de bouger. Et moi, j'en retire, parce qu'on va le faire pendant quelques années encore, l'importance d'avoir des cas concrets, d'avoir des résultats concrets qu'on peut, après ça, répliquer. Un petit commerce à Montréal qui se pose des questions, qu'est-ce que je peux faire? Ben, dépendamment de la situation, il y a de l'économie circulaire. Ça commence à devenir un petit peu plus facile de s'y retrouver. Dans certains cas, si j'ai un terrain, est-ce que je le verdis, mon terrain? En tout cas, avec le budget fédéral de cette semaine, ils encouragent les propriétaires de terrains vacants à les développer, sinon ils vont être taxés. C'est ça. Les propriétaires vacants vont devoir les développer. Puis dans le développement, ça veut dire quoi une ville verte? Ça veut dire quoi de développer son terrain vert? On voyait, par exemple, des gens qui illustraient très clairement ce qui semble simple, puis ça tombe sous le sens de dire est-ce qu'on veut diminuer la minéralisation, avoir plus d'espace vert sur mon terrain, comment je fais ça? Et c'est de montrer que, du point de vue de petites entreprises, c'est souvent des gestes comme ça. Je me préoccupe de mon économie circulaire, ma gestion des déchets, ma certification auprès de mes approvisionnements, si j'ai un véhicule de livraison, comment je passe à un véhicule vert. Éventuellement, si j'ai un bâtiment, quel est l'empreinte de mon bâtiment? Si j'en suis propriétaire, qu'est-ce que je vais faire comme investissement pour le rendre vert? C'est des actions. Des actions. Ouais. Puis évidemment, d'un point de vue de chaque entreprise, c'est quelques gestes. Mais si on répercute ça sur des dizaines de milliers de décisions,
sur 5 ans, on a une ville qui est plus verte dans son bâti, dans ses façons de procéder, dans ses transports, et on change notre empreinte écologique. Donc, notre initiative Convergence, c'est des cas concrets, c'est des illustrations de gestes qui peuvent être posés, et c'est de la mise en valeur de l'expertise et des entreprises, des organisations qui peuvent accompagner les petites décisions, les petites entreprises. Très bien. Puis là, nous terminons toujours, Michel, avec nos questions ludiques. La première, c'est quel est le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire du développement durable? C'est un mot qui n'a rien à voir avec le développement durable, mais c'est action. Mm-hmm. Moi, ce que je pense que toujours notre défi, c'est le passage à l'action. Mm-hmm. La Chambre, dans son rôle, souvent, va amener des prises de conscience, va provoquer des prises de décision, la mise en place de mécanismes d'aide, et à la fin, c'est l'action des décideurs, des entreprises, c'est le passage à l'action. Et c'est là qu'on est rendu. Pendant longtemps, ça a été d'éveiller les consciences, ça a été de montrer les enjeux, ça a été de parler de solutions potentielles. Là, c'est l'action. Les actions existent. Quand je parle qu'il y a énormément d'organismes qui peuvent accompagner les entreprises, ça va mener très rapidement de ça. Donc, c'est l'action pour moi. Et puis, quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable? C'est intéressant comme question. Je me disais, est-ce que je vais parler de mon ami Grégoire Baillargeon de BME. Mm-hmm. C'est un banquier. Mm-hmm. C'est quelqu'un dans la vie là, qui a bien des préoccupations, puis qui un jour a dit, moi, là, je vais mettre un filtre dans mon action. Est-ce que je contribue à accélérer les solutions? Moi, quand je l'ai vu, Grégoire, la première fois, là, je me disais, mon Dieu, il est vraiment engagé. Ben, je peux dire sur la durée, il est encore plus engagé que je le pensais. Alors, encore une fois, je disais tantôt, le mot action n'a rien à voir. Mais là, c'est pas un écologiste qui vient à l'esprit, c'est quelqu'un d'affaires qui a trouvé que c'était vraiment important et qui veut faire changer les choses. Et ça, j'ai énormément d'admiration pour les gens d'affaires qui posent ces gestes-là. C'est bien, il est très mobilisé en effet. Sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que Montréal ou le Montréal métropolitain en est en termes de... Où est-ce qu'on se situe en développement durable? Qu'est-ce que j'aimerais ça pouvoir donner toujours à ma métropole? Moi, j'ai l'impression qu'on est à 7. C'est-à-dire que on est très conscient. On a des gens très mobilisés. Nos politiciens, à mon avis, tiennent de bons discours. Pourquoi je dis qu'on est à 7? Ça revient à mon mot action. Il reste des gestes à poser. Il reste des gestes à poser. Tous les dirigeants d'entreprise qui nous écoutent, vous le savez, il y a des gestes à poser. Notre transport collectif a besoin de plus d'investissements prévisibles. Il faut qu'on déploie plus de transport collectif. On a de l'île, est encore très minéralisé. Il y a encore énormément d'espace bétonné. Il faut qu'on change ça. Il faut qu'on apprenne à faire les choses sans mettre en opposition transition écologique, transport collectif, transport actif et fonctionnement de métropole. Et pour moi, le 10 sur 10, c'est pas juste de dire on a pris les bonnes décisions d'un point de vue écologique, c'est dans nos grandes décisions de fonctionnement de la société, on livre ce que le citoyen a besoin, mais on le livre d'une façon verte. Si on fait juste imposer qu'il faut que ça soit vert à tout prix, il y a des choses que les citoyens ont besoin qu'on ne pourra pas livrer. Donc, c'est cet équilibre-là qui, à mon avis, va justifier qu'un jour, on aura un 10. C'est bien, on va y arriver, on va y arriver. Quelle est la plus grande fierté de Montréal ou du Montréal métropolitain en développement durable, selon vous? La fierté que moi, je ressens quand je pense à lui, j'ai l'impression qu'on a une vision juste de l'avenir du transport collectif. Les villes américaines ont moins développé le transport collectif que nous. Puis les villes européennes qui l'ont plus développé ont des villes qui ont été conçues avant la ville d'automobile. Nous, on est dans cet univers, on est une ville qui était constituée avec des distances en fonction de l'automobile, puis on veut déployer du transport collectif. On trouve que c'est important. Il y a un consensus très puissant.
Ça, à mon avis, c'est signe d'une maturité. Une ville nord-américaine qui reconnaît l'importance du transport collectif. Moi, je suis fier de ça. Quand je vais à l'étranger, on n'a pas besoin de se convaincre que ça prend plus de transport collectif. On est rendu là. Peut-être qu'il faut se convaincre que ça prend plus de sous, puis ça, c'est la prochaine étape. Mais on le sait à quel point c'est important. Puis ma dernière question, Michel, c'est si la réincarnation existait, en quel animal, plante ou arbre souhaiteriez-vous vous réincarner? C'est intéressant. Quand on parle d'animal, moi, je pas parce que tout le monde aime les chats sur le web, mais moi, j'ai un chat, j'adore mon chat. Je trouve qu'il y a une façon de regarder la vie en étant extrêmement calme, puis tout à coup, en ayant énormément d'énergie. Enfin, il y a plein de choses que j'aime dans mon chat. Mais en mettant des arbres, moi, j'ai un jardin japonais que j'ai construit de mes mains. Et j'ai un érable qui est un croisement entre un érable japonais et un érable coréen. Ça a la splendeur, la délicatesse, la subtilité de l'érable japonais, mais ça a la robustesse, la capacité de survivre à nos hivers, la capacité de prendre son espace des érables coréens. Et je trouve que cet hybride-là exemplifie, là, à mon avis, ce qu'on doit être. On doit être capable de s'adapter en gardant des grandes qualités de l'érable japonais, mais on est dans un environnement beaucoup plus rigoureux qu'au Japon. Alors voilà, si on ouvre la porte aux arbres, si je me réincarnais, un érable japonais, coréen, qui vit pendant 200 ans dans son environnement, ça me paraît une belle image. C'est très inspirant. Je veux vous dire merci beaucoup, Michel, pour cette très, très intéressante entrevue. Merci. Ça me fait plaisir. Et merci à vous toutes et tous pour votre écoute aujourd'hui.